Carl Jung, la raison pour laquelle certaines personnes te détestent sans raison. Il existe une expérience étrange que beaucoup de personnes lucides vivent, mais dont presque personne ne parle. Tu rencontres quelqu'un. Tu n'as rien fait contre lui. Tu ne l'as pas critiqué. Tu ne l'as pas attaqué. Tu ne lui as même presque rien dit. Et pourtant, il y a quelque chose dans son regard. Une froideur, une tension, une forme de rejet silencieux. Comme si ta simple présence dérangeait quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même. Au début, tu penses que c'est une impression. Tu te dis que tu te trompes. Tu te dis que tu imagines. Mais avec le temps, tu remarques un motif. Cela se répète. Avec certaines personnes, le malaise apparaît immédiatement, sans raison visible, sans conflit, sans histoire, juste une hostilité inexplicable. La plupart des gens réagissent à cela d'une manière très prévisible. Ils cherchent ce qu'ils ont fait de mal. Ils analysent leurs paroles, ils analysent leurs gestes, ils essaient d'être plus gentils, plus agréables, plus accommodants. Ils veulent réparer quelque chose qui n'est peut-être même pas cassé. Mais plus ils essaient, plus la situation devient étrange, plus la distance grandit, plus le malaise s'installe. Alors une question commence à apparaître, une question silencieuse, presque interdite. Et si ce rejet n'avait rien à voir avec toi? Et si ce que ces personnes détestent n'était pas ce que tu fais, mais ce que tu représentes? Carl Jung avait observé un phénomène très précis dans la psychologie humaine, un phénomène simple et pourtant extrêmement dérangeant. Les êtres humains ne détestent pas seulement ce qui les menace, ils détestent souvent ce qui les révèle. Et c'est une différence énorme, parce que lorsqu'une personne te rencontre, elle ne voit pas seulement ton visage, elle ne voit pas seulement tes mots, elle ne voit pas seulement tes comportements, elle voit aussi quelque chose de beaucoup plus inconfortable, un miroir de ce qu'elle est, et parfois un miroir de ce qu'elle n'est pas. Et c'est là que les tensions commencent. La plupart des interactions humaines ne sont pas des échanges honnêtes. Elles sont des mises en scène, des rôles, des positions sociales, des identités construites. Chacun joue un personnage. Le collègue sympathique, l'ami loyal, la personne forte, la personne intelligente, la personne respectable. Et tant que tout le monde joue correctement son rôle, la société fonctionne, les conversations restent fluides, les relations restent stables. Mais parfois, quelqu'un entre dans la pièce et quelque chose change. Pas parce qu'il parle, pas parce qu'il agit, mais simplement parce qu'il existe d'une manière différente, sans le vouloir, sans le chercher. Sa présence dérange l'équilibre invisible des rôles. Il ne valide pas certaines illusions. Il ne confirme pas certaines identités. Il ne joue pas certains jeux sociaux. Et soudain, certaines personnes ressentent une gêne, une irritation, une résistance, et souvent, elles ne savent même pas pourquoi, parce que ce mécanisme est presque entièrement inconscient. Jung appelait cela la projection, un phénomène psychologique extrêmement puissant. Lorsqu'une personne rencontre quelque chose en toi qui réveille une partie d'elle-même qu'elle refuse de voir, elle ne reconnaît pas cette partie, elle ne l'accepte pas, elle ne l'analyse pas. Elle la projette, et cette projection se transforme en jugement, en méfiance, en irritation, parfois même en haine, sans raison apparente. Imagine un instant une personne profondément insécurisée, quelqu'un qui passe sa vie à chercher l'approbation, quelqu'un qui ajuste constamment son comportement pour être accepté. Et soudain, elle rencontre quelqu'un qui semble ne pas avoir besoin de cette validation. Quelqu'un qui parle calmement, qui ne cherche pas à impressionner, qui ne s'excuse pas d'exister, qui ne court pas après l'attention. Cette simple attitude peut déclencher quelque chose de très inconfortable, parce que la présence de cette personne révèle une possibilité, la possibilité de vivre autrement. Et cette possibilité peut être terrifiante, car si cette autre manière de vivre existe, alors toutes les concessions, toutes les adaptations, toutes les compromissions n'étaient peut-être pas nécessaires, et cette idée est trop lourde pour beaucoup de gens. Alors le cerveau trouve une solution plus simple. Il transforme l'inconfort en rejet.
Il transforme la gêne en jugement. Il transforme la comparaison en hostilité. Et soudain, la conclusion apparaît. Cette personne est arrogante. Cette personne est étrange. Cette personne est froide. Cette personne est prétentieuse. Mais la vérité est souvent plus simple. Cette personne ne fait rien. Elle existe simplement. Et c'est déjà trop. Car dans un monde rempli de rôles, quelqu'un qui semble jouer moins de rôles devient dérangeant. Quelqu'un qui ne cherche pas constamment à être validé devient suspect. Quelqu'un qui ne participe pas entièrement au théâtre social devient imprévisible. Et l'imprévisible inquiète. Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes ressentent une hostilité étrange dans certains environnements, au travail, dans certains groupes, parfois même dans la famille, sans conflit, sans attaque, sans événement déclencheur, juste une tension diffuse, comme si quelque chose dans leur présence perturbait l'équilibre invisible des relations. Et souvent, elles passent des années à essayer de corriger cela, à essayer d'être plus agréables, plus ouverts, plus accessibles, mais elles poursuivent un objectif impossible, parce que le problème n'est pas leur comportement. Le problème est la fonction qu'elles remplissent inconsciemment dans la psychologie des autres. Elles deviennent un miroir, et les miroirs ne sont pas toujours appréciés, surtout lorsqu'ils reflètent quelque chose que l'on préfère ignorer. La plupart des gens ne veulent pas voir leurs contradictions, ils ne veulent pas voir leurs peurs, ils ne veulent pas voir leurs compromis, ils veulent se maintenir une image stable d'eux-mêmes, une histoire confortable, une identité cohérente, et parfois, la simple présence d'une personne différente suffit à fissurer cette histoire, pas volontairement, pas agressivement, simplement par contraste, et ce contraste peut déclencher un mécanisme très ancien, la défense. Parce que reconnaître une contradiction intérieure demande du courage, beaucoup de courage, beaucoup plus que juger quelqu'un d'autre. Alors l'esprit choisit souvent la voie la plus facile. Il transforme le miroir en menace, et la menace en ennemi. C'est pourquoi certaines personnes peuvent te détester, sans jamais pouvoir expliquer pourquoi. Pas parce que tu les as blessés, pas parce que tu les as humiliés, mais parce que ta présence déclenche une question intérieure qu'elles ne veulent pas affronter. Et cette question est simple. Pourquoi lui et pas moi? Et c'est ici que beaucoup de personnes commencent à commettre une erreur silencieuse. Une erreur presque noble, une erreur qui semble intelligente, mais qui finit souvent par les épuiser. Elles pensent que si quelqu'un les déteste sans raison, alors elles doivent faire quelque chose de plus d'efforts, plus de gentillesse, plus de patience, plus de compréhension. Elles se disent que le problème est sûrement un malentendu. Alors elles sourient davantage, elles expliquent davantage, elles s'adaptent davantage. Mais quelque chose d'étrange se produit. Plus elles essaient d'améliorer la situation, plus la tension devient subtile, plus le rejet devient froid, parce qu'elles sont en train de jouer selon une règle invisible qui n'existe pas réellement. On nous a enseigné très tôt une idée rassurante, une idée qui semble morale. Si tu es une bonne personne, les gens t'aimeront. Si tu es gentil, les relations seront simples. Si tu fais des efforts, le respect viendra. Mais la réalité psychologique humaine est beaucoup plus complexe et parfois beaucoup plus brutale. La gentillesse ne garantit pas le respect. L'effort ne garantit pas l'admiration. La patience ne garantit pas la loyauté. Parce que les relations humaines ne sont pas seulement basées sur des valeurs. Elles sont aussi basées sur des dynamiques invisibles, des dynamiques de statut, des dynamiques de comparaison, des dynamiques de perception. Dans beaucoup de groupes humains, il existe un équilibre fragile. Chacun occupe une place, pas forcément une place officielle, mais une place psychologique. Celui qui dirige, celui qui amuse, celui qui rassure, celui qui écoute, celui qui impressionne. Cet équilibre se construit souvent inconsciemment. Et tant que personne ne perturbe cet équilibre, le groupe reste stable. Mais parfois, quelqu'un arrive, et sans rien faire de particulier, il change l'atmosphère. Pas parce qu'il cherche le pouvoir, pas parce qu'il veut dominer,
mais parce qu'il ne correspond pas parfaitement au rôle que les autres attendaient. Peut-être qu'il parle moins, peut-être qu'il observe plus, peut-être qu'il ne rit pas au même moment, peut-être qu'il ne cherche pas à plaire. Et cette simple différence peut déclencher un mécanisme très ancien. La méfiance. Parce que dans la psychologie collective, ce qui ne rentre pas, immédiatement dans une catégorie devient inconfortable. Les groupes humains aiment prévoir. Ils aiment comprendre rapidement qui est qui. Ils aiment assigner des rôles. Cela simplifie le monde. Cela réduit l'incertitude. Mais certaines personnes sont difficiles à classer. Elles ne cherchent pas la domination. Elles ne cherchent pas l'approbation. Elles ne cherchent pas la compétition. Et paradoxalement, cela peut créer plus de tension que l'inverse. Parce que lorsqu'une personne ne cherche pas clairement une place, les autres commencent à imaginer qu'elle en cache une. Ils se demandent ce qu'elle veut vraiment. Ils analysent ses gestes. Ils interprètent ses silences. Ils projettent des intentions. Et parfois, ils inventent un problème qui n'existait pas. C'est une vérité que Jung avait observée très tôt. L'esprit humain ne supporte pas longtemps l'ambiguïté. Alors il la remplit avec des hypothèses, avec des jugements, avec des histoires. Et ces histoires deviennent rapidement des certitudes. Cette personne est distante, cette personne est arrogante, cette personne est étrange. Mais en réalité, cette personne n'a peut-être simplement rien fait. Elle n'a simplement pas participé au jeu invisible. Car beaucoup d'interactions sociales ne sont pas aussi naturelles qu'on l'imagine. Elles suivent des règles implicites, des règles que personne n'explique, mais que tout le monde ressent. Par exemple, il existe une règle silencieuse dans beaucoup d'environnements. Ne sois pas trop différent, pas trop brillant, pas trop indépendant, pas trop calme, pas trop libre, parce que chaque différence visible peut réveiller une comparaison invisible, et la comparaison est l'un des moteurs les plus puissants de l'émotion humaine. Lorsqu'une personne perçoit quelqu'un qui semble plus libre intérieurement, cela peut créer un inconfort. Pas toujours, conscient, pas toujours logique, mais très réel, car cette liberté agit comme une question silencieuse. Pourquoi lui peut être ainsi et pas moi? Et cette question dérange. Elle dérange parce qu'elle pointe vers des choix, des compromis, des renoncements, des adaptations sociales. Alors au lieu de regarder cette question en face, beaucoup de personnes choisissent une solution plus simple. Elles réduisent la valeur de la personne qui déclenche cette comparaison. C'est un mécanisme psychologique extrêmement répandu. Si quelqu'un te fait sentir petit, la manière la plus rapide de te protéger est de le diminuer. Pas toujours ouvertement, parfois subtilement, par des remarques, par de l'ironie, par de la distance, par une froideur inexpliquée. Et ce mécanisme peut être encore plus fort lorsque la personne en face ne cherche pas à se défendre. Parce que la défense donne une structure au conflit. Mais l'absence de réaction crée un vide. Et les humains ont du mal avec le vide. Alors ils remplissent ce vide avec des interprétations. Ils imaginent des intentions. Ils construisent des récits. Et peu à peu, ces récits deviennent leur réalité. C'est pourquoi certaines personnes peuvent te juger sans te connaître, te critiquer sans t'avoir parlé, te rejeter sans avoir vécu de conflit avec toi. Non pas parce que tu as provoqué ce rejet, mais parce que ta simple présence a déclenché un mécanisme intérieur. Un mécanisme que Jung appelait l'ombre, cette partie de la personnalité que nous refusons de reconnaître. Les envies que nous cachons, les peurs que nous n'avouons pas, les capacités que nous avons abandonnées. Et parfois, quelqu'un arrive dans notre vie et incarne exactement ce que nous avons enterré. Pas volontairement, pas consciemment, mais symboliquement. Et cette rencontre peut créer un trouble très profond, parce qu'elle réveille une vérité simple. Nous aurions pu être différents, nous aurions pu vivre autrement, nous aurions pu choisir d'autres chemins. Et certaines personnes ne veulent pas regarder cette possibilité. Alors elles choisissent une autre solution. Elles rejettent la personne qui la représente. Et c'est ainsi que naît parfois une hostilité étrange, une hostilité sans événement, sans explication, sans cause visible,
une hostilité qui semble presque irrationnelle, mais qui obéit en réalité à une logique très précise, la logique de la protection psychologique. Et comprendre cela peut produire une transformation très importante. Parce que lorsque tu vois ces mécanismes, tu arrêtes de faire une erreur très coûteuse. Tu arrêtes de chercher à convaincre tout le monde. Tu arrêtes de chercher à être compris par tout le monde. Tu arrêtes de croire que chaque rejet doit être réparé, car certains rejets ne sont pas des problèmes à résoudre. Ils sont des reflets. Et un reflet n'a pas besoin d'être corrigé. Il a seulement besoin d'être reconnu. Lorsque l'on commence à observer ces situations avec un peu de distance, un détail devient de plus en plus clair. Ce que les gens ressentent face à toi ne dépend pas seulement de ce que tu fais. Cela dépend surtout de ce qu'ils portent déjà à l'intérieur d'eux. Chaque être humain marche dans le monde avec un paysage intérieur invisible. Un paysage fait d'expériences anciennes, de blessures, de frustrations, de désirs abandonnés, de peurs silencieuses. Et la plupart du temps, ces éléments restent enfouis. Ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas analysés, ils sont simplement là, comme des couches profondes dans la psyché. Carl Jung expliquait que la personnalité consciente n'est qu'une petite partie de l'esprit humain. Sous cette surface existe un territoire immense, un territoire rempli d'émotions non résolues, de souvenirs refoulés, de parts de soi que l'on a appris à cacher. Ce territoire, Jung l'appelait l'inconscient. Et dans cet inconscient vit une figure particulière, une figure que peu de gens veulent rencontrer, l'ombre. L'ombre n'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est simplement tout ce que nous avons refusé d'intégrer dans l'image que nous avons de nous-mêmes. Les colères que nous jugeons inacceptables, les envies que nous considérons honteuses, les talents que nous avons abandonnés, les libertés que nous avons sacrifiées pour être acceptées. Toutes ces choses ne disparaissent pas, elles descendent simplement dans l'ombre. Mais l'ombre ne disparaît jamais complètement. Elle continue d'influencer notre perception, nos réactions, nos jugements, et parfois nos relations. Parce que lorsque nous rencontrons quelqu'un qui exprime naturellement quelque chose que nous avons refoulé, notre esprit réagit. Pas toujours de manière consciente, mais de manière très réelle. Imagine quelqu'un qui a passé toute sa vie à chercher l'approbation, quelqu'un qui a appris très tôt que pour être aimé, il fallait se conformer, ne pas déranger, ne pas être trop différent, ne pas prendre trop de place. Cette personne construit alors une identité très précise, une identité basée sur l'adaptation, mais au fond d'elle, une autre partie existe, une partie plus libre, une partie plus indépendante, une partie qui aurait voulu vivre autrement. Mais cette partie a été enterrée, refoulée, silencieuse, et un jour, cette personne rencontre quelqu'un qui semble vivre exactement de cette manière. Quelqu'un qui ne semble pas dépendre autant du regard des autres. Quelqu'un qui parle moins pour plaire. Quelqu'un qui n'explique pas constamment sa présence. Et soudain, quelque chose se produit. Pas forcément une admiration. Pas forcément une curiosité. Parfois, une irritation. Une résistance, parce que la présence de cette personne réveille la partie oubliée, la partie que l'on a abandonnée. Et cela peut créer une tension intérieure très forte. Cette tension est rarement reconnue, parce que reconnaître cela demanderait une introspection profonde. Il faudrait admettre que le malaise ne vient pas de l'autre, mais de quelque chose en soi, et ce niveau de lucidité est rare. Alors l'esprit choisit un raccourci. Il projette. La projection est l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants. Lorsqu'une émotion inconfortable apparaît à l'intérieur de nous, il est souvent plus facile de croire qu'elle vient de l'extérieur. Ainsi, ce que nous refusons de voir en nous, nous le voyons chez les autres. Ainsi, ce que nous n'acceptons pas dans notre propre personnalité, nous le condamnons chez quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que certaines hostilités apparaissent, sans cause apparente, sans événement déclencheur, juste une réaction intérieure déplacée vers l'extérieur. Mais il existe un autre mécanisme encore plus subtil, un mécanisme qui touche particulièrement les personnes très conscientes.
très observatrice, très sensible aux dynamiques humaines. Parce que la lucidité a un prix. Voir les choses clairement signifie aussi percevoir les contradictions, les tensions, les incohérences, les jeux sociaux. Et cette perception change naturellement la manière d'interagir. Une personne très lucide parle souvent moins. Elle observe davantage. Elle analyse les comportements. Elle ressent les atmosphères. Elle perçoit les intentions derrière les mots. Et cette présence peut être étrange pour les autres, parce qu'elle semble différente, moins prévisible, moins facile à lire. Dans beaucoup d'environnements sociaux, les interactions suivent des scripts invisibles. Des kasarpensiakni, phrases attendues, des réactions attendues, des attitudes attendues, mais quelqu'un qui observe plus qu'il ne joue ses scripts peut créer une sensation étrange, comme si quelque chose échappait au contrôle habituel, et cela peut déclencher de la méfiance, non pas parce que cette personne est hostile, mais parce qu'elle est difficile à classer. Et l'esprit humain aime classer. Il aime comprendre rapidement qui est allié, qui est rival, qui est neutre, mais certaines personnes ne rentrent pas facilement dans ces catégories. Elles ne cherchent pas la confrontation. Elles ne cherchent pas l'approbation. Elles ne cherchent pas la domination. Elles avancent simplement, avec une certaine autonomie intérieure. Et cette autonomie peut être perçue comme une distance ou comme une supériorité, même lorsqu'elle ne l'est pas, parce que l'esprit humain interprète souvent ce qu'il ne comprend pas, et parfois, il l'interprète négativement. Il existe aussi une autre réalité que peu de gens osent reconnaître. Certaines personnes ressentent instinctivement lorsqu'elles ne peuvent pas facilement manipuler quelqu'un, pas nécessairement de manière consciente, mais intuitivement. Elles perçoivent qu'une personne ne réagit pas de la manière attendue, qu'elle ne cherche pas l'approbation, qu'elle ne se justifie pas constamment, qu'elle ne change pas son comportement pour éviter le désaccord. Et cette résistance subtile peut déclencher une réaction, parce que beaucoup de relations humaines reposent sur des équilibres implicites, des attentes, des ajustements, des concessions. Mais lorsqu'une personne semble moins dépendante de ces ajustements, certaines dynamiques deviennent impossibles, et cela peut provoquer un rejet, pas toujours violent, parfois simplement froid, distant, silencieux, comme une barrière invisible. Et ce phénomène peut être encore plus fort lorsque la personne en face ressent quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Le respect, un respect instinctif mêlé d'inconfort. Parce que certaines présences dégagent une forme de stabilité intérieure, pas une domination, pas une arrogance, mais une solidité. Et cette solidité peut créer une comparaison involontaire, car beaucoup de gens vivent dans une tension constante, une tension liée au regard des autres, au besoin d'approbation, au besoin d'être validé. Mais lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui semble moins soumis à cette tension, cela peut créer un trouble silencieux, un trouble difficile à nommer, et parfois, ce trouble se transforme en distance, en froideur, en rejet, pas parce que cette personne est mauvaise, mais parce qu'elle rappelle une liberté intérieure que beaucoup ont abandonnée. Et cette liberté agit comme une lumière qui éclaire certaines zones que l'on préfère garder dans l'ombre. Et lorsque la lumière devient inconfortable, la réaction la plus simple est souvent de fermer les yeux, ou de critiquer la source de cette lumière. Comprendre ces mécanismes change profondément la manière dont on interprète certaines situations, parce que l'on cesse de chercher une faute là où il n'y en a pas. On cesse de vouloir réparer une perception qui ne nous appartient pas. On cesse de croire que chaque rejet est un verdict. Parfois, c'est simplement un miroir, et les miroirs ne sont pas toujours bien accueillis. Lorsque l'on comprend réellement ces mécanismes, quelque chose change, pas extérieurement. Le monde reste le même, les gens restent les mêmes, les comportements restent les mêmes, mais à l'intérieur, une bascule se produit, une bascule silencieuse. Car la plus grande fatigue que beaucoup de personnes portent n'est pas la difficulté du monde, c'est l'effort constant pour être compris par tout le monde. L'effort pour corriger des perceptions qui ne viennent pas d'eux. L'effort pour réparer des jugements qui ont été fabriqués dans l'esprit des autres. Et cet effort peut durer des années.
parfois toute une vie, parce que l'on croit que l'harmonie est toujours possible, que la compréhension est toujours atteignable, que si l'on explique suffisamment bien, les choses se régleront. Mais la lucidité apporte une vérité plus froide. Tout le monde ne veut pas comprendre. Tout le monde ne peut pas comprendre. Et surtout, tout le monde n'a pas intérêt à comprendre. Car comprendre implique parfois de changer. Et beaucoup de personnes préfèrent préserver leurs récits, même lorsque ces récits sont faux. C'est ici que commence le véritable déconditionnement. Un déconditionnement qui ne consiste pas à devenir dur, ni froid, ni hostile, mais simplement clair, extrêmement clair. La première chose qui doit disparaître est une croyance très ancienne. L'idée que ton rôle est d'être expliqué correctement par les autres. Cette croyance pousse beaucoup de personnes à se justifier sans cesse, à clarifier leurs intentions, à expliquer leurs décisions, à corriger les malentendus. Mais il existe une vérité simple. La plupart des gens ne changent pas leur perception après une explication. Ils changent seulement leur perception lorsqu'ils ont intérêt à la changer. Et cette réalité peut être difficile à accepter, parce qu'elle contredit une idée très confortable, l'idée que la logique suffit. Mais dans les dynamiques humaines, la logique n'est pas toujours le moteur principal. Les émotions, les identités, les comparaisons, les projections, ces forces sont souvent beaucoup plus puissantes et elles ne disparaissent pas simplement parce que tu expliques calmement la situation. Alors la première transformation consiste à arrêter quelque chose, arrêter de corriger chaque interprétation, arrêter de réparer chaque malentendu, arrêter de poursuivre chaque regard froid. Parce que ce travail n'a souvent pas de fin. Et plus tu poursuis ces corrections, plus tu entres dans le jeu invisible, un jeu où ton énergie devient dépendante de la perception des autres. Le deuxième déconditionnement est encore plus subtil. Il concerne l'explication de toi-même. Beaucoup de personnes ressentent un besoin constant d'expliquer leurs choix. Pourquoi elles pensent ainsi? Pourquoi elles agissent ainsi? Pourquoi elles prennent certaines distances? Pourquoi elles ne participent pas à certaines dynamiques? Et ce besoin semble naturel. Mais il repose souvent sur une peur silencieuse, la peur d'être mal interprété, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. Alors on explique, on clarifie, on rassure, mais chaque explication crée une dépendance, car elle renforce l'idée que ton comportement doit être validé pour exister. Et ce mécanisme peut devenir un piège invisible. Plus tu expliques, plus les autres s'habituent à recevoir ces explications, et plus ton autonomie intérieure diminue. Le déconditionnement consiste donc à récupérer quelque chose de très simple, le droit de ne pas être entièrement expliqué, le droit d'agir sans produire un dossier justificatif, le droit d'exister sans fournir un commentaire permanent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement une frontière intérieure. Et cette frontière change profondément les dynamiques, parce que les personnes qui cherchent constamment à analyser ou contrôler ton comportement se retrouvent face à un espace nouveau, un espace calme, un espace sans justification excessive. Et cet espace crée une nouvelle position, une position plus stable, plus silencieuse, plus difficile à manipuler. Mais le troisième déconditionnement est peut-être le plus important. Il concerne l'énergie. Beaucoup de personnes offrent leur énergie gratuitement, pas seulement leur temps, pas seulement leur attention, mais leur disponibilité mentale. Elles réfléchissent longuement aux réactions des autres. Elles analysent des conversations passées. Elles reconstruisent des scènes. Elles cherchent des explications. Et pendant ce temps, leur esprit reste attaché à ces situations. Mais la lucidité apporte une décision différente. Certaines interactions ne méritent pas d'être analysées pendant des heures. Certaines réactions ne méritent pas d'être disséquées. Certaines personnes ne méritent pas une place permanente dans ton espace mental. Car chaque minute d'attention est une forme de monnaie. Et beaucoup de personnes dépensent cette monnaie dans des endroits qui ne produisent rien. Le déconditionnement consiste donc à faire un tri silencieux. Un tri qui ne nécessite pas d'annoncer quoi que ce soit. Un tri intérieur. Certaines personnes auront accès à ton attention, d'autres non.
Certaines dynamiques auront accès à ton énergie, d'autres non, et cette sélection n'a pas besoin d'être expliquée. Elle existe simplement. Avec le temps, ce changement crée une transformation très particulière. Les réactions extérieures changent souvent, parce que les dynamiques habituelles ne fonctionnent plus de la même manière. Les tentatives de provoquer une réaction trouvent moins d'écho. Les jugements trouvent moins de résistance. Les projections trouvent moins d'attention. Et ce manque de réaction modifie l'équilibre. Certaines tensions disparaissent, certaines distances apparaissent, certaines personnes deviennent plus respectueuses, d'autres s'éloignent. Et tout cela est normal. Car lorsque quelqu'un sort d'un jeu invisible, les joueurs ressentent immédiatement le changement. Mais ce changement n'a pas besoin d'être conflictuel, il peut être calme, très calme, presque invisible, une posture intérieure différente, une posture faite de 3 éléments simples: clarté, frontière, patience. Clarté pour voir les mécanismes, frontière pour protéger ton énergie, patience pour ne pas réagir immédiatement à chaque mouvement. Cette posture transforme progressivement la manière dont les autres te perçoivent. Non pas parce que tu cherches à contrôler cette perception, mais parce que certaines dynamiques cessent simplement d'exister. Et dans cet espace nouveau, une chose devient évidente. Tu n'as jamais eu besoin d'être accepté par tout le monde. Tu avais seulement besoin de ne plus être prisonnier du regard de tout le monde. Et cette différence est immense, parce que la première dépend des autres. La seconde dépend seulement de toi. Avec le temps, une compréhension particulière apparaît. Une compréhension qui ne vient pas d'un livre, ni d'une théorie, mais de l'observation répétée de la nature humaine. Tu commences à remarquer quelque chose. Les personnes qui sont réellement solides intérieurement n'essaient pas d'être aimées par tout le monde. Elles savent que c'est impossible, pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que chaque personne vit dans son propre monde intérieur. Un monde rempli d'histoires, de blessures, de peurs, de comparaisons. Et dans ce monde intérieur, chacun interprète la réalité à sa manière. Certaines personnes verront dans ton calme une force, d'autres y verront une distance. Certaines personnes verront dans ton indépendance une inspiration. D'autres y verront une menace. Certaines personnes verront dans ton silence une stabilité. D'autres y verront de l'arrogance. Et aucune de ces perceptions ne dépend entièrement de toi. Elles dépendent de ce que chaque esprit porte déjà en lui. C'est pourquoi la lucidité transforme quelque chose de très précis. Elle transforme la manière dont tu interprètes le rejet. Au lieu de le voir comme un verdict, tu commences à le voir comme une information. Une information sur l'autre, sur ses peurs, sur ses projections, sur ses limites. Et cette information te libère d'un poids immense, le poids de vouloir être universellement accepté. Parce que cette quête est une illusion entretenue par l'éducation, par la culture, par la peur d'être exclu. Mais la réalité est différente. Les personnes les plus libres intérieurement ont souvent traversé un moment particulier. Un moment où elles ont compris une vérité simple. Tout le monde ne va pas t'aimer. Et ce n'est pas un problème. Car lorsque quelqu'un te déteste sans raison claire, cela signifie souvent une chose très spécifique. Tu as déclenché quelque chose dans son monde intérieur. Quelque chose qu'il ne comprend pas, ou qu'il refuse de regarder. Et ce phénomène existe depuis toujours, dans chaque époque, dans chaque société, dans chaque groupe humain. Les personnes qui sortent légèrement du cadre déclenchent des réactions. Parfois de l'admiration, parfois de la curiosité, parfois de la résistance, et parfois une hostilité silencieuse, mais cette hostilité n'est pas toujours un signe que tu dois changer. Parfois, c'est simplement le signe que tu es en train d'exister d'une manière que certains ne peuvent pas intégrer. Et cette réalité demande une certaine maturité pour être acceptée, car elle supprime une illusion très confortable. L'illusion que la compréhension universelle est possible. Mais lorsque cette illusion disparaît, quelque chose de plus solide apparaît, une forme de tranquillité intérieure,
une tranquillité qui ne dépend plus entièrement du regard des autres. Tu continues à être respectueux. Tu continues à être juste. Tu continues à être lucide, mais tu arrêtes de porter une responsabilité qui n'a jamais été la tienne, la responsabilité de contrôler la perception des autres, car cette perception appartient à leur monde intérieur, pas au tien. Et lorsque cette distinction devient claire, la vie sociale devient beaucoup plus simple. Les regards froids ne provoquent pas plus la même agitation. Les jugements ne déclenchent plus les mêmes explications. Les tensions silencieuses ne demandent plus les mêmes efforts, parce que tu comprends enfin quelque chose que peu de gens acceptent vraiment. Les réactions des autres parlent souvent davantage d'eux que de toi. Et cette compréhension crée une forme de liberté. Une liberté calme, une liberté discrète, une liberté qui ne cherche pas à impressionner, mais qui rend certaines manipulations impossibles. Car quelqu'un qui ne cherche plus désespérément l'approbation devient difficile à contrôler. Et c'est peut-être là l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ressentent de la résistance face à certaines présences. Pas parce qu'elles sont agressives, pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles semblent moins dépendantes, moins influençables, moins prises dans le jeu des validations constantes. Et dans un monde où beaucoup de dynamiques reposent sur ce jeu, cela change tout. Alors si certaines personnes ressentent une hostilité étrange face à toi, pose-toi une question simple. Est-ce vraiment un problème à résoudre? Ou est-ce simplement un miroir qui révèle quelque chose qu'elles ne veulent pas regarder? Car comprendre cela change profondément la manière dont tu avances dans le monde. Tu continues à respecter les autres, mais tu ne te réduis plus pour être accepté. Tu continues à écouter, mais tu n'absorbes plus chaque jugement. Tu continues à être ouvert, mais tu n'ouvres plus toutes les portes. Et dans cette posture, quelque chose devient très clair. La lucidité n'est pas toujours confortable, mais elle est profondément libératrice, parce qu'elle remplace la confusion par la compréhension. Elle remplace l'obsession du regard des autres par une stabilité intérieure. Et cette stabilité crée une présence particulière, une présence calme, une présence difficile à manipuler, une présence qui n'a plus besoin de convaincre tout le monde, car elle sait déjà une chose essentielle. Certaines personnes comprendront, certaines non, et ce n'est pas grave, c'est simplement la nature humaine. Si cette réflexion t'a aidé à voir certaines dynamiques différemment, tu peux t'abonner à la chaîne. Et si tu as déjà vécu ce phénomène, tu peux simplement l'écrire dans les commentaires. Parfois, mettre des mots sur ce que l'on a longtemps observé en silence est déjà une forme de lucidité.